Salut à tous et bienvenue sur le Salon des légendes, votre rendez-vous avec les acteurs du ballon. Je suis très heureux d'être avec Marjorie Fabre. Merci, moi aussi. Pour cette deuxième émission de l'année 2022, nous avions reçu Sonny Anderson. Nous sommes avec un autre grand champion, un autre, acteur majeur du football qu'on aime, le football qui nous rend nostalgique, le football des années 90. Nous sommes avec Benoît Coé. Bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Salut Benoît. Salut. Très heureux d'être avec toi, je le disais, tu vas nous faire revivre un football formidable, que ce soit qui va forcément rappeler beaucoup de souvenirs à ceux qui ont vécu ces matchs-là, mais aussi les plus jeunes générations qui n'ont pas connu, mais voilà, qui sont toujours très, très demandeuses de cette période-là, qui était un peu une période mythique, d'autant plus que tu as joué dans... la Ligue 1, c'est quelque chose de local, mais tu as joué la Serie A quand c'était vraiment à son apogée aussi, donc on en parlera. Ça sera l'objet de questions de Marjorie. Tiens, tu as encore préparé... Eh oui, mes petites fiches, elles sont là. Toute sa carrière, on va commencer dans la première partie, on va dérouler le fil de ta carrière. Marjorie, je te laisse la main. Laisse-moi, il n'y a pas de souci. Benoît, ravi que tu sois avec nous. Merci beaucoup. On va donc, comme a dit Romain, retracer ton parcours. Tu es né en 1969 à Châtellerault. Et on aimerait savoir comment s'est passée ton enfance donc là-bas et comment tu en es venu au football. Est-ce que c'était déjà un ballon au pied en étant enfant? Bah oui, je pense que comme tous, tout est passionné. Je crois que d'abord je suis né à Châtellerault, je suis simplement né, donc je suis simplement passé parce que à l'époque mes parents n'étaient pas à Châtellerault mais ils étaient à Paris, donc je suis né à Châtellerault, mais après j'ai basculé sur Paris et après basculé encore de déménagement en déménagement sur Nantes. Donc ça c'est quand j'étais petit. En même temps, mon papa jouait au football à l'époque. Il jouait à un discret niveau, en division d'honneur à l'époque. Et puis, quand il est arrivé à Nantes, à la SPTT de Nantes, j'ai intégré petit la SPTT de Nantes et j'ai commencé mes gammes là-bas. De suite, milieu de terrain? Alors, mon vrai... au début, je voulais faire gardien de but. D'accord. Pourquoi pas, il en faut. Et puis, il s'est passé une chose, c'est que le premier match, j'en ai pris 6 ou 7, je crois, un truc comme ça. Et après, on m'a dit, écoute, ça serait mieux que tu ailles sur le terrain, au moins tu vas courir. Ça a été... déjà, ça s'est passé très clairement pour moi, dans ce sens-là. Donc... bon, je courais partout, donc pour le coach, il ne savait pas trop me mettre. Et bon, il y avait un côté qui restait, qui était libre, c'était le côté gauche. Je n'étais pas gaucher, mais c'est pas grave. Mais par contre, je courais comme 4, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, de suite, comme je courais beaucoup, ils m'ont dit, écoute, tu vas aller jouer avec la génération qui est au-dessus. Et pratiquement, de mes caractéristiques, c'est pratiquement, j'ai jamais joué dans ma catégorie. Donc déjà de petit, bon signe, ça. de petit, j'ai toujours joué au-dessus et je me retrouvais toujours dans ce poste d'ailier gauche que à la fin je ne me servais pas de mon pied gauche, mais ça m'a lancé comme ça. Et justement, c'est à l'âge de 15 ans, donc à la SPTT de Nantes, que tu es repéré par un certain Gérard Gilly, donc l'Olympique de Marseille. Toi, à cette époque, qu'est-ce que tu penses de l'OM? Qu'est-ce que tu penses de Marseille? Le soleil, la passion, l'émotion, les supporters. Ça, c'est un peu l'image que j'ai. Et puis, comme je suis un peu plus grand, donc j'ai une dizaine d'années, je vois cette génération de joueurs qui monte en première division. Donc ça, c'est un petit peu l'image de Marseille, quoi, de cette folie, de cet engouement, même si je ne connais pas énormément. Voilà, pour préciser, donc tu évoques les minots, avec Éric Dimeco notamment, mais au moment où tu es contacté par l'OM, on sait comment ça se passe, hein, il y a un coach, il a forcément des émissaires un peu partout, et Gérard Gilly avait quelqu'un qui regardait un peu pour lui dans la région Loire-Atlantique. C'était Lucien Nobili qui avait contacté Gérard Gilly. Bon, c'est quand même un cas assez à part, parce que moi je suis... à l'époque, on ne faisait pas, ça n'existait pas qu'un joueur traverse la France pour venir.
dans la région du Sud. Ici, il y a énormément de joueurs, il y a énormément de qualité, de capacité. Tu as de Marseille à Nice ou de l'autre côté, donc à partir de là, des joueurs, il y en a. Et moi, j'étais le premier joueur qui pratiquement a fait 1000 km pour venir jouer à Marseille. Et il n'y avait pas encore Tapi à l'époque. Et il n'y avait pas non. Donc c'était pas le... Parce que quand on se dit l'OM, quand tu es jeune et compagnie, voilà, à l'époque, c'était pas un club, je veux dire, qui était habitué à truster les premiers rôles. On va dire que c'était une équipe honnête de Ligue 1, sans plus, deuxième partie de tableau, voilà. Donc ton choix, c'est pas... voilà, quand on dit... T'es jeune, t'es adolescent, il y a Marseille-Capelle, ça se refuse pas. À l'époque, entre guillemets, ça pouvait se refuser dans le sens où c'était pas le club, c'est devenu après. À l'époque, moi, j'avais eu, je crois qu'il y avait à l'époque il y avait Sochaux, Bordeaux, mais moi, à Marseille, c'est Gérard, c'est lui qui a tout fait parce qu'en fait, le risque, c'est lui qui l'a pris. Et moi, aujourd'hui, je suis ici, mais si Gérard il n'avait pas décidé de me prendre, peut-être que j'aurais pas fait cette carrière-là. Donc, lui, il a vu en moi quelque chose, et ça n'a pas été facile avec moi. Mais le vrai discours est à travers ses hommes, et après à travers ses choix. Et lui, il a décidé. Il y avait une grosse pression sur Gérard parce que à la fin. Tu vas prendre quelqu'un qui est de l'autre côté de la France, tu le fais venir, et alors que peut-être à côté de chez toi, il y a quelqu'un qui est très bon aussi. Donc là-dessus, c'est compliqué. C'était compliqué pour lui, et après, c'était compliqué pour moi. En plus, tu arrives dans des conditions particulières, parce que tu as les oreillons, tu enchaînes avec une fracture tibia-péronée. Donc, catastrophe. Est-ce que là, à ce moment-là, tu te dis pas, c'est foutu? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à devenir joueur professionnel? Ça n'a pas été simple d'entrer, même si j'étais bien parti, si je me rappelle, parce que je m'étais préparé pour. Parce qu'à l'époque, j'allais en vacances en Espagne pendant un mois avec mes parents, et avant d'arriver au centre de formation, je courais tous les jours 10 km sur la plage. Parce que faire des kilomètres, c'était pas un problème pour moi. Et j'étais bien parti, j'étais bien lancé pendant un mois et demi. Puis après, il s'est arrivé ces oreillons. Ça m'a bien cassé. Ça m'a vraiment bien cassé. Et le temps de revenir, de me remettre dedans et tout ça, j'ai mis pratiquement 3-4 mois. Surtout physiquement. Après, la première saison, ça a été un peu comme ci, comme ça. C'était compliqué. Il y avait une différence de mentalité complètement différente avec la mienne. Ici, il y a une agressivité qui est complètement différente. Et même si moi, j'avais évolué en division d'honneur, pour dire très jeune, la mentalité est complètement différente. Jouer en Détroit, c'était dur. On jouait contre des anciens. Heureusement, nous, on avait des anciens comme Robert Nazaretian, avec la vieille génération qui nous aidait, ou les pros qui descendaient. Mais c'était compliqué. Après la deuxième saison, d'entrée, je me suis pété le tibia péroné. Donc, après un an et demi, tu comptes que Gérard, il me dit, bah écoute, en mois de janvier, tu fais tes valises au mois de juin, parce que c'était comme ça. Il m'avait dit, écoute, comme ça avance pas, tu récupères pas ta cheville. J'avais toujours mal. Et rien. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ça m'a enlevé une pression peut-être sur moi, avec Gérard, sur lui aussi. Et moi, j'ai pensé à mon foot, je pensais à qu'à moi, et puis je travaillais, je faisais du mur tous les jours. Je m'entraînais avec mon pied gauche, alors que j'avais le pied droit un peu comme ci, comme ça, mais je m'entraînais avec mon pied gauche et je travaillais. Jusqu'à ce que Hidalgo, on a fait des matchs avec la première équipe, on faisait des matchs de temps en temps dans les semaines, et puis Michel Hidalgo m'a dit, putain, le gamin est intéressant. Mais pour moi, je devais partir, parce que Gérard m'avait dit que je devais partir, donc j'avais fait des essais. Je pouvais signer à Nantes, je pouvais signer à Alès, je pouvais signer à d'autres clubs, et ils me prenaient. J'étais mieux, moi j'étais bien sur le terrain, je me sentais bien et tout ça, mais bon, mon choix avait été fait de partir. Et c'est Michel Hidalgo qui m'a appelé, qui a dit non, tu restes, tu signes ton contrat et tu restes avec nous. Après 6 mois, j'ai joué en première division.
Et je crois que Romain, tout à l'heure on en parlait, il a une anecdote te concernant qui a fait que on t'a vu, on t'a remarqué sur un certain match improbable. C'est quoi, c'est son but de 30 mètres là? Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est un but Perpignan, avec je crois. la réserve, c'est ça? C'était le but. Tu me disais Détroit, ouais, et c'est là que. C'était à, je sais plus, c'est Perpignan. Perpignan, voilà, Ouais. exactement. C'était à Perpignan, oui. Donc oui, c'est vrai que ce but-là, il reste dedans parce que. Museau est capable encore de nous le décrire, mais à la perfection. Hein, Ouais, pour et situer, c'est un but de. Saint-Agnan, bien sûr, c'est un qu'on but, embrasse. sur un corner, le ballon est renvoyé, et puis le ballon il retourne, et puis je tire comme ça vient, et puis ça va. Ça finit des buts que tu vois le dimanche, et tu sais, quand on fait le top but, eh ben, ça aurait fait partie d'un top but. Il paraît qu'il a beaucoup fait parler celui-là en interne et du coup ça t'a propulsé et ça t'a permis, mais on y reviendra après. Ouais, voilà, c'est Voilà. comme sur le chat aussi, parce que ça fait beaucoup parler. Je vois, il y a Ico 1983 qui nous dit entre Sony qui avait commencé au Servette et Benoît qui a fini à Sion, il ne vous reste plus qu'à inviter Lorik Sana qui a commencé à Lausanne. Ah ben. On fera un jour une spéciale Suisse, on viendra peut-être parler de la Suisse aussi, ne vous inquiétez pas. On y arrivera après, c'est vrai que c'est à la fin de son parcours. Benoît, ouais, quand tu nous parles de ces années-là et que c'est compliqué avec cette mentalité que pas la tienne, on m'a dit qu'il y avait quand même un joueur à Marseille, un mec du centre de formation que tu prenais un peu comme modèle, tu te disais, voilà, il faut que je me mette un peu dans les roues de ce type-là, c'était Christophe Galtier. Oui, tout à fait. Bah, c'était Christophe, moi je l'ai peu connu, mais en fait c'était le ressenti, c'était le grand frère de tout le monde, quoi. C'était l'exemple, c'était fort, c'était très bon, on le voyait, c'était un joueur international pour son âge, il y avait de la détermination, donc c'est vrai que c'était l'exemple à suivre. C'était celui qu'il fallait essayer de copier pour arriver, parce que dans sa volonté, dans sa détermination, c'était impressionnant, c'était très fort, quoi. Alors tu nous disais que malgré tes blessures, tu t'entraînais énormément pour mentalement jouer au foot pour toi, pour y arriver malgré tout. Est-ce que tu faisais donc partie de ces jeunes qui restaient après les entraînements, donc s'entraînaient, jouaient, faisaient des centres à Jean-Pierre Papin sur le terrain? Oui, j'étais un de celui-là. C'est bien ça. J'ai une grosse jambe gauche maintenant, grâce à ça. On en parlait avec Bogo qui nous disait qu'il ne fallait pas se manquer non plus, parce que jeune ou pas jeune, lui, il te ratait pas si tu Mais Jean-Pierre, tu vois, Jean-Pierre, l'anecdote, c'est que moi, quand je suis monté avec l'équipe première, c'est lui qui m'a appris parce qu'il était tout seul à l'époque. Moi, quand je suis monté avec l'équipe, je vais aller où dans la chambre avec qui, je sais pas, bon bref. Et Jean-Pierre a dit viens avec moi, allez, viens avec moi. Donc c'est super parce qu'avec Jean-Pierre il y avait tout, quoi. Il a amené son vidéocassette, il y avait 500 cassettes, il y avait tous les films du monde, il y avait tout. Et on était en stage, c'était super. Mais c'est vrai que c'est... Mais les centres, eh ben, tu vois, ça nous faisait, on travaillait, lui il travaillait, mais c'était un monstre. Hein. Tu es en train de parler d'un monstre sur le travail. C'est un mec qui répétait 1000 fois, 2000 fois. Nous on était là centrés, mais les progrès qu'il faisait ont été tellement énormes. Parce que moi je me rappelle, au début, c'était un mec qui tirait, on faisait sur 10 répétitions, il en mettait 5 dedans. Après, à la fin, il en mettait 9 sur 10 et c'était 9 dans la lucarne. Hein. Et là-dessus, il n'y avait pas de secret, mais lui, il était demandeur, quoi. Et nous, on travaillait parce qu'on bossait, parce qu'on avait des gens aussi pas qui nous disaient, mais que nous, on voulait s'améliorer. Quand on est dans un centre de formation et qu'on entend parler d'autres personnes que soi pour entrer en équipe première, comme Fred Mérieux ou Patrice Hérault, qu'est-ce qu'on ressent? On les admire, on veut être à leur place, on se dit mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? On est en train de parler d'une... tu sais, dans ces années-là, on était tous, il y avait toute la génération souvent. Dans les centres de formation, on avait du 14-15 au 18, et on était tous amalgamés, on était tous dedans, donc à partir de là... on jouait tous ensemble, on s'entraînait tous ensemble, les différences d'âge toutes les générations étaient confondues, tu vois, pas comme aujourd'hui.
Après, il y en a qui étaient plus en avance, d'autres un peu moins. Tu sais, moi, j'ai pas tellement regardé les autres. Hein, parce que quand je suis arrivé, j'avais vraiment des problèmes d'adaptation au début, c'était pas facile. Et puis en plus, ces mecs-là, c'était mes potes, quoi. C'était mes potes sur le terrain, c'est mes potes en dehors. Et pour moi, il y avait pas de concurrence dans le foot 1, parce que dans les postes, ils étaient pas concurrents. Fred était un ailier à l'époque et Patrice était un numéro 10. Et moi, je jouais plus au milieu, j'étais plus un numéro 8, 6-8, même si j'ai commencé comme arrière-droit. Et donc là-dessus, je crois que c'était la juste récompense. Moi, ces trucs-là, je les regardais pas tellement, tu vois. Ça me poussait pas à dire ouais, qu'est-ce qui manque ou cela. Moi, je pensais à travailler, à m'améliorer surtout à moi, et puis voilà. Et puis tu as bien pensé parce que tu y parviens. Tu ne fais pas tes valises au mois de janvier, puisqu'au mois de février 1988, vous réceptionnez donc le Matra Racing. Et puis là, tu fais un match magnifique. Donc tu es repéré comme étant un futur joueur de l'OM. Bah là, le match, c'est que tout le monde attendait Abedi Pelé. Parce que... Qui était à Niort. Oui. Qui était à Niort. Et moi et Abedi, on débutait ce match-là. Et toutes les attentes allaient sur Abedi parce que c'était un joueur qui avait démontré toutes ses capacités. À Niort, il avait été très bon. Là, il ne jouait pas, mais à l'entraînement, c'était un top joueur. Il faisait la différence, donc tout le monde attendait que ça. Tout le stade était venu seulement pour lui, justement. Et rien, ce match-là, ça fait que moi je commence, et puis souvent quand on ne t'attend pas, tu peux profiter d'une certaine situation, même si c'est le Matra Racing, il y a c'est une équipe qui est très forte, l'équipe de Lagardère. Il y a des grands joueurs, des très très grands joueurs. Mais bon, là, je profite de la situation, on ne m'attend pas, donc je me lance dans le match. Les 2-3 premiers ballons, c'est bien joué. Et puis physiquement, j'étais très bien. Et puis tout le match, ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est bien passé. Et puis à la fin, en plus, je réussis à marquer un but, un truc, tu te dis, c'est pas moi. Et voilà quoi, mais c'est vrai, c'était assez. C'est vrai que c'est le premier match comme ça, on peut pas dire que ça reste certainement un truc qui lance ta carrière et qui est vraiment, tu dis, tu peux pas l'oublier quoi. Il y a toujours ce fameux match en fait qui lance la carrière. Bien sûr. Est-ce que la clé c'est Gérard Banide ou Bernard Tapie? Bah écoute, les deux, parce qu'à la fin, Gérard, il aimait bien les jeunes. Donc beaucoup de jeunes sont montés avec lui. Donc tous ceux que tu as nommés, il y avait eu d'autres aussi. Il y avait eu Jean-Christophe Canon, il y avait Didier Santini, il y avait Murat, il y avait André Basile, il y en a eu, certainement je n'oublie. Mais Jean-Claude Durand, qui est aujourd'hui plus là, mais lui aussi. Et non, moi, ce que je me souviens, c'est que quand il m'avait pris dans le groupe, ou nous avait pris dans le groupe et tout ça, je me souviens que Bernard Tapie était venu dans ma chambre. Il était venu taper à ma porte. Et puis, on avait joué contre... on avait fait 2 matchs amicaux avant le match du Matra. On a fait à Chartres, je ne me rappelle plus qu'on avait joué. Et après, on avait fait la tournée au Koweït. Parce que Michel Hidalgo devait revenir, parce que le Cheikh, après 82, oui, 82, le fameux match, il avait été invité, et donc il avait invité l'équipe. Et il tape à la porte et on me dit « Écoute, je veux te parler 2 minutes. » Bon. J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Alors... je me retrouve avec lui, il me dit écoute, j'aime bien ce que tu fais et tout, si tu continues à faire ce que tu fais, tu joueras tout le temps. Ça fait plaisir. Ah ouais. Et on le croit dans ce moment-là parce que ça commence à devenir une équipe, l'OM, où on recrute à tour de bras. Est-ce que quand on est jeune comme ça, on se dit mais dans ce club, on va pas...
il dit ça, mais il y a 3 mecs à mon poste qui vont débarquer l'été prochain. En fait, une fois que je me suis blessé, après, ils sont arrivés au moins 3. Donc, ça s'est passé comme tu l'as dit. Mais jusqu'au moment où moi, j'ai été apte, j'ai pratiquement tout le temps joué. Le jour où je me suis fait mal, ils sont arrivés d'autres et ils ont joué. Mais c'est parti des grands clubs. Après, c'est le jeu. Lui, il avait dit, et ça a été comme ça. Parce que si tu regardes la saison, la deuxième saison, après c'est Gérard qui prend l'équipe et moi je joue pendant 13 ou 14 matchs de suite, je suis titulaire. Et puis je me fais opérer à nouveau et après je crois qu'ils prennent celui qui joue au milieu de terrain, comment il s'appelait, qui arrivait du PSG, qui était à Toulon. Bernard Pardo ? Non. C'est un quiz là, hein? Oui. Vous l'avez eu aussi. On va nous le donner dans l'oreillette, il n'y a pas de souci. Bruno Germain. Ah, Bruno, qu'on a reçu. Voilà, qu'on a eu la chance de recevoir. Qui est arrivé, qui après a fait son taf extraordinairement. Il a été super bon. Et puis moi après, j'ai perdu le fil et j'ai dû ramer. Voilà. Et avant cette opération, donc tu n'as que 19 ans, quand tu disputes la demi-finale de la Coupe des Coupes, pour une victoire sur la pelouse de l'Ajax. Te rappelles-tu de ce match? Oui. T'as joué des sacrés matchs quand même. Ouais, c'était intéressant. Ouais, quelqu'un qui rentrait sans s'être vraiment adapté, sans savoir ce qu'il attendait. Là, j'avais fait l'arrière gauche. Pour situer, c'est Boubacar Kamara qui t'a effacé des tablettes en étant titulaire contre Leipzig. Donc c'était la récente campagne avec la finale d'Europa League. Jusque-là, tu étais le joueur le plus jeune de l'Olympique de Marseille, titulaire. Oh là, je suis en train de perdre tous mes records. Dans les matchs. Voilà, il t'a effacé des tablettes pour quelques mois. Parce que c'est vrai que tu étais très jeune. Il faut lui faire les félicitations parce que. Mais tu étais très jeune, cette demi de l'Ajax. Alors, le match aller, ils avaient. Non, le match aller, j'étais blessé. Ouais. C'était impossible. Ça s'était bien mal passé. De rivaliser. Et il y avait une équipe, c'était une équipe incroyable. Enfin, vu jouer Dennis Bergkamp, tout ça, ils étaient déjà très jeunes. Non, on avait manqué le match. On avait manqué notre match. Ils avaient une équipe top. Mais c'était bien au retour d'aller chercher la victoire. On était là pour gagner, on a été là, on les avait mis dessous, on avait fait un bon match, Jean-Pierre avait été top, et on avait été solide, on avait gagné 2-1, mais on avait fait un très très bon match. Alors les 2 saisons suivantes, l'OM gagne le championnat, mais effectivement tu joues de moins en moins parce que blessure sur blessure. Bien sûr. Donc là, c'est là que tout dégringole un peu malheureusement. Mais c'est vraiment, un joueur ne peut rien faire contre ça, c'est terrible. C'est terrible, ça fait partie de notre monde, mais c'est une chance aussi parce que pour moi, ça a été aussi... un tremplin. Après, quand je suis arrivé ici, les difficultés, les blessures, l'adaptation. Après, tu joues, tu es considéré comme un jeune prometteur. En plus, tu es à Marseille, donc à Marseille, c'est nulle part ailleurs. Donc, t'es devant la scène, t'es considéré de suite comme un grand joueur, tout te sourit, et puis après arrivent les blessures. Donc j'ai eu beaucoup de choses en peu de temps, qui m'ont aidé dans ma carrière, dans le fait de comprendre que en fait, tout peut basculer en 1 minute, et tout peut basculer aussi en 1 minute dans l'autre sens. Donc ça a lancé, pas que ça n'a pas changé ma mentalité, mais fait comprendre que il fallait bosser encore plus, parce que pour récupérer, on récupère pas ce qu'on a perdu, mais pour augmenter nos capacités. Et puis voilà, donc pour moi, c'était une opportunité, même si voilà que c'était rageant. Moi, je voyais les autres jouer, je voulais y être. Et en plus, il y avait des top joueurs. C'était une grande équipe qui s'est révélée. On se sent champion de France dans ces moments-là? Oui, bien sûr, parce qu'à la fin, tu fais partie d'un groupe. Tu fais partie d'un groupe, même si tu ne participes pas, au moins. Mais tu fais partie d'un groupe. Un groupe, tu gagnes. Tu te rends compte que tu peux être appelé du moment à un autre, que peut-être ces 20 minutes-là vont déterminer le championnat. Peut-être que 1 minute, tu vas sauver sur la ligne, 1 minute, tu vas marquer un but. Peut-être que ces choses-là, ça fait partie. Tu seras peut-être le héros de la situation. Il y a des gens qui ont fait leur carrière en jouant 20 minutes par match. Et ils ont déterminé le sort des équipes. Donc, moi, dans ma mentalité, je m'entraînais pour donner le maximum. Et puis voilà, je faisais partie du groupe. Après, c'est clair que si tu me dis,
tu te l'es vraiment senti à toi, c'est clair que le deuxième, un peu moins, parce que pratiquement, j'avais jamais joué. Premier, c'était différent, j'avais joué un tiers des matchs et j'étais avec eux, quoi. J'étais complètement avec eux. Donc là, c'était une autre situation pour la deuxième année. Mais j'ai appris des choses. Alors, tu fais partie de cette OM de Bernard Tapie qui monte en puissance, où l'on annonce la venue de certains joueurs tels que Diego Maradona. Qu'est-ce qui se passe en interne quand on se dit wow, il y a peut-être Maradona qui va venir jouer dans notre club? Le club continue à monter. Après avoir eu toutes les générations, Gires, Domergue, Gengini, Tigana, s'ouvre une autre ère. Arrive Frank Beckenbauer, ils annoncent des joueurs incroyables. Donc il y a aussi Bernard veut à tout prix gagner la Coupe des Champions à l'époque. Et c'est clair que tous les moyens sont mis pour que le club y arrive. Derrière, il y a un engouement qui est gigantesque, qui est énorme, où tous les supporters sont derrière leur équipe pour tout, pour chaque match, pour chaque entraînement. C'est des fois des difficultés à arriver à l'entraînement, tellement il y a des gens. Donc ça, c'est Marseille, quoi. C'est beau, parce que pour les joueurs, c'est vraiment ce que je pense quand tu joues au football, c'est ce que tu recherches. Même si tu es un gamin et que tu regardes, ta passion c'est le ballon, et que tu vois que le ballon, bah, tu te rends compte qu'il y a autre chose aussi à ce niveau-là, quoi. Et il y a autre chose aussi au niveau de la saison 89-90, parce que l'OM veut donc te faire signer un contrat, mais également, dans la foulée, te prêter en Ligue 2, chose que tu refuses catégoriquement. Donc tu t'en vas à Caen. Oui, bah, là-dessus, c'est une vraie histoire. Parce que, en fait, oui, Marseille voulait me garder. À l'époque, c'était Jean-Pierre Bernès. Il voulait me faire... Il voulait que j'aille en Ligue 2 dans certains clubs. Et certains clubs, je les ai vus. Donc, je les ai vus. Par contre, moi, là-dessus, j'étais pas tellement chaud, c'est pas tellement chaud. Mais bon. Je me suis retrouvé à avoir mon ami Jean-François Domergue au téléphone. Et qui lui partait à Caen, que lui était déjà à Caen depuis 2 ans et il passait comme directeur sportif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jeff me dit, écoute, ça serait bien que, écoute, nous, on ne peut pas mettre d'argent, de toute façon, mais il nous faut cette fameuse lettre de sortie. La fameuse. Exact, c'est une fameuse lettre de sortie parce que ça, c'est... Il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman. Exact. Donc il fallait cette lettre de sortie parce que normalement j'avais fait les numéros de match. Je crois que j'avais fait le numéro de match parce qu'à l'époque il fallait faire un numéro de match pour signer professionnel. Et je sais plus c'était 15 matchs ou un truc sur une période. Donc il y avait ceci, ça. Donc j'ai été voir Jean-Pierre Bernès et j'ai dit à Jean-Pierre, j'ai dit écoute, les clubs de deuxième division, il vaudrait bien, mais il faudrait que je sois libre, quoi. Ben oui, c'est logique. Et donc, c'est une chose que... Ça a dit OK. Qui devrait pas se faire, mais bon. Il m'a donné la lettre de sortie et il a découvert que c'était pour Caen. Voilà, j'ai pris un avion et je me souviens qu'à l'époque, mon ex-femme... le soir-là, je ne sais plus combien de coups de téléphone, à droite à gauche, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est passé, et rien, je suis parti à Caen parce que Jeff m'avait proposé un contrat de 4 ans. Donc, je suis parti là-bas, en Malancourt, parce que Marseille, c'était mon club, parce que je considérais que c'était mon club, et puis voilà, quoi, j'ai dû faire le pas pour faire ma carrière. Et pour enfoncer le clou encore plus profond, tu disais il y a quelques secondes où est-ce qu'il est passé. Mais, d'ailleurs, où étais-tu passé le 26 mai 1993 quand tu vois tes anciens coéquipiers tels que Éric Dimeco, Didier Deschamps devenir champion d'Europe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Moi, je me sens marseillais parce que moi, ces joueurs-là, je les ai côtoyés. Ça a été des compagnons de voyage. Donc, je me sens
Je me sens un petit peu marseillais dans l'âme. Je suis très heureux pour le club parce que je pense que tous les efforts qui ont été faits, tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont mis devant pour pouvoir y arriver, je pense que c'était recueillir le fruit de tout ça et j'étais très heureux pour Marseille. Il n'y a pas un petit truc où on se dit, ça aurait pu être moi, j'aurais pu en être, j'aurais pu Tu sais, moi, souvent, j'ai failli revenir. Et même à l'époque, je crois que c'était en 92-96, peut-être avant, il y a eu quelques touches, donc, mais ça n'avait pas été au bout. Donc, raconte-nous. On est là pour ça. On est là pour ça, c'est quoi, non, 92 bon, non il y avait eu des contacts, mais après, ça ne s'était pas fait. Donc, C'était dur, c'est des ça. situations. C'est des situations un peu. Tu sais, moi, à ce moment, j'étais à Caen. Et ça se passait bien à Caen, un club qui m'avait adopté. Le minot était devenu grand. Moi, j'allais devenir capitaine de Caen, dans des équipes qui jouent en première division. On avait fait l'Europe. On allait en Europe. Donc, c'était compliqué. Je pense que le club n'a jamais voulu me laisser partir. Donc, après, ça fait partie de notre métier. Mais en 1994, pourtant, tu pars, parce que tu signes à Nantes, dans une équipe incroyable. Vous devenez champion de France. Ouais, bah là, c'est une génération, une génération de jeunes Nantaises. De jeunes Nantaises, une génération avec des joueurs incroyables. Les Pedros, les Wedek, les Endoram, Maké, les Carambeu, Loco, et j'en oublie. C'est un retour aux sources parce que tu as démarré là-bas. Oui, c'est un retour aux sources parce que moi, je suis né dans la mentalité nantaise, dans le fait que moi, j'allais à Marcel Sopin dans les années 80. J'allais voir les matchs et le fameux jeu à la Jean Vincent, ces jeux à une touche de balle, deux touches de balle, l'attaque de l'espace, le jeu sans ballon. Bah tiens, est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'ai lu les bouquins là-dessus, je trouve ça fascinant, mais peut-être pas le cas de tout le monde et beaucoup ignorent. Tu as eu la chance donc de connaître à Nantes Coco Ciodo, qui est un génie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'il vous faisait faire à l'entraînement? Parce que ça ressemble à ce qu'on peut voir nulle part ailleurs. Enfin, je veux dire, même ceux qui citent Marcelo Bielsa, ça, il est très loin de Coco Ciodo. Mais après, alors Coco, je pense que le travail était fait déjà d'Arenal au départ, sur le centre de formation. Déjà, il y avait une grosse débauche et qui arrivait à la tête était le top. Donc les joueurs, c'était un jeu à mémoire. C'était un jeu où on s'arrêtait jamais, on continue le mouvement, où pratiquement tu donnais, t'allais chercher un autre espace. Le jeu à 2, le jeu à 3. C'était jamais être prévisible, toujours imprévisible. C'est-à-dire, je donne pas ici, je donne là. C'était faire des jeux à l'adversaire. C'est-à-dire, l'adversaire, il peut penser quelque chose, mais nous, on doit lui faire penser autre chose. C'était un maître dans l'art de te faire sentir la sensibilité du football. Il y a même des fois, pareil, vous faisiez des entraînements sans ballon. Il arrivait, vous disiez, voilà, vous deviez imaginer un ballon dire à toi. Oui. C'est du nouvelle guitare, version. mais Non, mais c'est aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses ont été copiées, ok. Mais je crois que cette façon de voir et d'utiliser le terrain, les espaces, qu'aujourd'hui c'est complètement différent, où on va réduire les espaces et chercher à les compresser pour essayer de gagner le ballon. Là, c'était complètement différent. Ça ressemblait beaucoup au football de Barcelone, à un moment donné, la génération suivante. Mais ça, c'est vrai là-dessus, lui, il était très très fort dans imaginer les choses. Les joueurs ont une capacité d'imaginer. Après, il faut rentrer dans le schéma de l'entraîneur, dans ce qu'il arrive à te faire comprendre et ce qu'il veut que tu y arrives. Si toi, tu rentres dans cette dynamique-là, tu as une liberté qui est énorme. Par contre, il faut rentrer. Quelquefois, cette liberté, elle demande de la discipline aussi.
parce que justement, comprendre l'entraîneur, c'est aussi comprendre ce qu'il veut de toi. Et après, c'est clair que si après les choses vont ensemble, ces joueurs-là, ils avaient ça. Beaucoup de joueurs avaient ça, Renal avait ça, Endoram avait ça, Nico avait ça, Patrice Loco avait ça. C'est des joueurs qui imaginaient, Claude aussi. Là-dessus, c'était, tu les voyais, c'est des matchs où nous, on arrivait, on savait qu'on allait gagner 3-0. On rentrait dans le tunnel. Après 10 minutes de jeu, déjà, tu sentais qu'à un moment donné, les autres, ils allaient craquer. Parce que tu continuais, tu savais que c'était là, tu allais toucher, on va ici, après on va balancer de l'autre côté, après ça va faire... C'était continu. Donc un jeu continu qui ne s'arrêtait jamais. Ils n'ont fait qu'une défaite cette année-là. Ils ont été champions, une défaite, c'est à Strasbourg. À Strasbourg, ouais. C'est beau. La saison suivante, vous jouez une demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Je me suis un peu mordu la lèvre. C'est pour ça que tu rigoles? Non, je sais que c'est celui qui arrive après. Donc vous jouez la demi-finale de la Ligue des Champions et là tu recroises un ancien coéquipier qui est Didier Deschamps, oui. Qui lui était donc à la Juve à cette période. Qu'est-ce que ça fait de recroiser un ancien coéquipier mais qui, dans un club aussi prestigieux, je veux dire Juventus? Didier c'est devenu un grand joueur, c'est devenu un top joueur. À Marseille, il a explosé, c'était le capitaine. Après, il va à la Juve et il fait la carrière qu'il doit faire à la Juve. Moi, à l'époque, j'étais à Nantes, mais j'avais eu des contacts avec la Juve, donc on avait rigolé à la fin aussi, parce qu'il m'avait dit ouais, alors, quand est-ce que tu arrives, hein? Et en fait, j'ai fait un autre choix. Vas-y, Romain, je te laisse l'annoncer, ça me fait mal au cœur. Alors, l'autre choix, on y vient. C'est un club qui joue en rouge et bleu, je crois. Donc, tu rejoins le Paris Saint-Germain pour une saison. Donc, faut assumer. Comme va te le dire Marjorie, pourquoi? Exact. Pourquoi? Mais là, en fait, j'ai été agressé dans ce pourquoi. Là, je voudrais dire aux gens, quand même, aux supporters. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai des clubs étrangers. Je peux partir à l'étranger déjà, mais... Il y a qui? Il y avait Naples, il y avait la Juve, il y a eu Parme, je crois. Il y avait beaucoup de clubs italiens. C'est mieux que Paris. Ouais, mais pourquoi? Et puis je décide d'aller à Paris parce que ils avaient gagné la Coupe d'Europe l'année d'avant. C'était un club qui était... Ils avaient gagné la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, excusez-moi. 6 ans quand même. Ouais. Et donc c'est un groupe qui est déjà établi et je pense que je peux encore progresser là-dessus. Tu as reçu des coups de fil parce que tu n'avais pas que des rapports, gardé que des rapports, j'imagine, avec les joueurs à Marseille. Il y avait des gens du staff, des amis, tout ça. Il y a des gens qui t'ont appelé en disant oh, je viens à Paris, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas eu ça, mais après, bon, c'est des... Tu avais changé de numéro, c'est ça? Oui, bien sûr. Et donc, non, je vais à Paris parce que, bon, je pense que je peux encore améliorer quelque chose après ma période nantaise. Monter d'un cran au niveau international parce que bon, ça jouait la Coupe d'Europe et donc continuer à jouer la Coupe d'Europe. Et bon, rien, on a été en finale, mais on n'a pas gagné, donc... voilà, alors, tu vas nous en parler. Le titre. Il y a des questions sur le chat. Tiens, il y a Claude Papy qui nous dit, voilà, est-ce que tu peux nous décrire quand tu as joué à l'OM et que tu es Marseillais et que tu as porté le maillot du PSG, c'est quoi la sensation? Est-ce que la première fois qu'on enfile le maillot, on a un petit truc ou... Alors, c'est un peu différent, parce que pour moi, peut-être que... Moi, j'étais un gamin à Marseille, c'était un rêve de devenir joueur de football, non? Après que ce soit à Marseille, c'était encore plus beau parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour. Mais après, il est passé 7-8 ans, donc tu comptes, un peu d'années est passé, j'ai eu d'autres clubs, donc la sensation était un peu différente. Un peu d'émotion au début, mais quand même, après, tu restes dans ta professionnalité. Et là-dessus, après, j'ai pensé, mais après, je crois qu'à l'aller, j'avais pas joué, j'étais suspendu. Donc, et par contre, au retour, on avait perdu, je crois, à Marseille. Parce que c'était après le match de la finale. C'est ça, c'était juste après la finale. Penalty d'Éric Roy.
En exact, début de partie, on vous a perdez perdu 1-0. Ouais. C'est ça. Et cette finale, donc quelques jours avant, J'ai fait un grand match là. Mais ça n'avait pas servi. cette finale, donc bon, on va le dire, tu l'as joué, tu avais 42 fièvres et tu l'as joué quand même. Ouais, ça c'est un truc de malade. Finale de Coupe des Coupes, Ouais. donc Paris Saint-Germain, J'étais pas Barcelone. bien du tout. Mais d'où tu les sors toutes ces infos? Avec c'est pas une possible, très belle c'est- victoire de Barcelone sur un pénalty de la Peña, tiens. Même Sultano, il ne m'a pas parlé de la fièvre. Hein. Ouais, on était arrivé à Rotterdam le dimanche et on s'était entraîné à Paris le dimanche matin. Et le lundi matin, on jouait. Je sais plus quand est-ce qu'on jouait. Bref, c'était 2 jours avant. Et je me suis retrouvé avec la fièvre. Et je vais quand même, je demande au kiné, je lui dis, t'as pas un aspirine, un machin, parce que je pense que ça va passer, quoi. Et je m'entraîne, mais il faisait une chaleur, mais en plus, donc la fièvre le soir, toute la nuit, ça passe pas. Ça passe pas. On fait la mise en place. J'étais un peu comme ci, comme ça, j'avais des froideurs, j'étais un peu comme ci, comme ça. Et puis le kiné, il me prend à part et on travaille sur moi à l'époque. Il travaille sur moi, il me dit tu vas voir, ça va le faire. Tranquille. Et le lendemain, je me rappelle, le jour du match, la fièvre s'est arrivée à 10h du matin. À 10h du matin, j'ai plus de fièvre. Vraiment zéro. Ça s'était arrêté en 48 heures. Et j'ai joué le match et j'avais fait un bon match. Bon, on n'avait pas gagné. Tiens, il y a Claude Papy qui nous a aussi posé des questions sur Bastia, on y reviendra, ça sera un peu plus tard dans ta carrière. Il y a Ico qui nous dit aussi, penses-tu que si tu avais choisi de rejoindre Deschamps à la Juve, cela aurait facilité ton arrivée en bleu à la place de Karembeu par exemple? C'est vrai que l'équipe de France, tu vas à Caen après l'Olympique de Marseille, c'est la meilleure période de l'histoire de Caen, de toute leur histoire, hein, parce que le Caen, Saragosse, tout ça, enfin, je veux dire, c'était le sommet, et par là des supporters de Caen, c'est la meilleure période. Nantes, c'était la meilleure période de l'histoire de Nantes, vous faites champion l'année suivante, demi-finale de Ligue des Champions. PSG, vous faites deuxième finale de Coupe des Coupes. Après, il y a l'Inter de Milan où tu gagnes aussi la Coupe d'Europe. Et le mec, à chaque fois qu'il est dans une équipe, c'est la meilleure période. Mais l'équipe de France, non. Est-ce que, je vais même peut-être plus loin que la question d'Ico, est-ce que tu n'étais pas devenu le concurrent de Didier Deschamps quelque part? Dans le jeu aussi? Bah, certainement oui, il y avait la concurrence. Donc à l'époque, il y avait énormément de concurrence. Hein, il y avait des très très grands joueurs. Donc après, ça a été des choix. Tu sais, une fois que le plus dur, c'est d'intégrer. Si tu n'intègres pas, après... moi, je dis dans ma carrière, j'ai pas intégré, donc à partir de là, ça sert à rien de dire avoir des regrets. J'ai tout essayé pour intégrer. Après, les choix que j'ai faits, j'ai essayé de faire les choix les meilleurs. Après les meilleurs, c'est-à-dire le meilleur que d'après moi pouvait me permettre justement d'accéder à ça. Après, ça n'a pas suffi. Je pense pas que l'histoire de Didier soit liée. Je pense que c'est surtout qu'il y avait des très très grands joueurs à l'époque, tout le monde était en concurrence et après il y a eu des choix qui ont été faits pour que l'équipe de France gagne. Donc à partir de là, l'équipe elle a gagné. Ça sert à rien de dire et de revenir sur cette discours-là. Bon, c'est sportif de sa part. Ouais, bon, c'est fair play. Quand on voit pu en faire partie. Quand on voit qu'il y avait des Pierre Lègle sélectionnés, par exemple, Oui. C'est mon avis. C'est mon avis, je l'assume. C'est mon avis, je l'assume, parce qu'il y avait quand même de la place dans le groupe. Dans l'effectif, tout à fait. Tu avais ta place dans l'effectif. Merci. Mais bon. Je reviendrai. Ouais. Concernant Paris, tu resteras pas plus d'une saison. Oui. T'as vu, le sourire, il est revenu. Hein. Voilà, c'était à condition. Tu ne resteras pas, tu vois, je le répète, plus d'une saison, parce que tu pars à l'Inter de Milan. Et en même temps qu'un certain Ronaldo. Exact. C'est bien parce que à chaque fois on parle de ta carrière, il y a toujours une star. Enfin, tu es notre star, mais tu en as toujours une mondialement connue à tes côtés. C'est un peu. Ouais, c'est la chance que j'ai eue, c'est justement aussi d'avoir eu ces gens-là autour de moi. Mais parce que ça m'a poussé, ça m'a aidé, ça m'a à grandir et à m'améliorer.
Il paraît qu'il a dit je rejoins l'Inter parce que Benoît Cœuré qui signe. Il a dit sinon j'avais d'autres choix, je restais à Barcelone ou quoi. Mais... Il a rigolé quand il m'a vu, quand il m'a revu, parce qu'après la finale, bon, on avait perdu. Donc après, il m'a rigolé, il m'a chambré un peu. Mais non, mais c'était top parce que l'Inter était en train de franchir un palier. L'ère Moratis était en train de naître. Il voulait les joueurs les plus forts du monde et il prenait Ronaldo qui était considéré comme le plus fort joueur du monde. C'est le plus gros transfert Marjorie à l'époque et la femme de Moratis c'était 170 millions de francs à l'époque. C'était 54 milliards je crois. Ouais, c'est incroyable. De lire et du coup sa femme lui dit, parce que Moratti est milliardaire, Simon Moratti, et sa femme lui dit quand même il y a des gens qui souffrent sur Terre et tout. Et il se retourne vers sa femme et il lui dit mais est-ce que tu connais vraiment des gens qui souffrent plus que les supporters de l'Inter? Vraiment. Donc, c'est une sacrée anecdote. Oui, c'est une anecdote, mais c'est un petit peu l'image du président, où son père a été aussi président dans les années 70. Il avait tout gagné et donc lui qui arrivait justement, Angelo, il voulait tout gagner lui aussi et il gagnera tout. Lui aussi à la fin, il gagnera tout. Alors, vous gagnez la Coupe de l'UEFA. Vous sortez pas mal de clubs français, Lyon, Strasbourg. À Paris. Il a gagné à Paris, au Parc des Princes. C'est pas encore le Stade de France. Et forcément, il y a ces images qu'on voit dans 8000 compilations YouTube de ce but de Ronaldo avec ce passement de jambes et compagnie. Mais l'action est coupée 3 secondes avant parce que le mec qui a la passe, le mec qui lance Ronaldo, c'est quoi? Non, alors là... Bon, elle s'arrête parce que j'y étais plus sur l'image. Après, l'action, elle est énorme parce qu'on le sait très bien. Lui, il fait un truc qui est gigantesque. Et puis, cette finale-là, il avait été... contre la Lazio, ouais. Énorme. Ça avait été un truc... tu te dis... une fois dans ta vie, ce match-là, c'est gigantesque qu'il arrive à réaliser, ce qu'il arrive à faire. Il n'y a personne qui l'arrête. Et puis, c'est vrai, l'équipe, elle joue un super match. Et puis... Elle gagne 3-0, alors que la Lazio est une équipe qui est très très forte. Et l'année d'après, encore, c'est-à-dire en 2000, elle gagnera le titre. Donc c'est vraiment un concurrent réel. C'est un vrai concurrent où il y a vraiment des top joueurs. Et, déjà Marcelo Salas, par exemple, je me souviens. C'était pas mal. Ouais, non, mais ils avaient... Donc c'est vrai que ce match-là est une finale énorme et où justement on est tous très heureux au premier titre et on pense qu'après ne pas avoir gagné le titre contre la Juve parce qu'avec ce fameux match match un peu bizarre ce fameux match où il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, où on en parle encore et que peut-être les images sont restées parce que le coach qui aujourd'hui est décédé, Simoni, est sur le terrain et tout le monde court derrière l'arbitre, qui est une scène qui est hallucinante et où tu pourrais trouver peut-être dans le football amateur, tu te retrouves avec un stade où il y a 85 000 personnes au Stadio delle Alpi, où il y a cette scène où tout le monde court derrière l'arbitre et rien. Donc après, c'est vrai que quand on est arrivé en finale, il y avait une motivation encore plus importante pour gagner ce match. C'était un Inter-Juve... Ouais, l'arbitrage spécial, on va dire, avec la Juventus. Bon, ça arrivait un peu en Italie à cette période-là. Alors, on enchaîne. À cette période, il y a une panoplie de top joueurs à l'Inter, il faut déjà skier. Je vais les citer parce que je peux pas, j'ai pas appris par cœur tous ces joueurs. Pagliug, Zanetti, Diego, Simeone, Djorkaeff, Recob, Zoma. C'est l'inverse. Zamorano, Pirlo, Baggio. Mais c'est toi qui es élu meilleur joueur de ce club en 1999. C'est incroyable. Bah, oui, ça reste incroyable. Le club a une passe difficile. Mais moi, je joue tous les matchs. Donc après... moi, dans ma carrière, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais être le meilleur. Je voulais être le meilleur possible. Donc là-dessus, après, c'est les supporters. Ça fait très plaisir quand justement tu ressens, et ça c'est un peu ce que j'ai ressenti tout au long de ma carrière, dans le fait que quand tu donnes tout pour un club, les gens ils le savent, ils le voient. Ils le voient si tu cours plus, ils le voient si tu donnes plus, si tu vas au-delà de ce que tu as. Et ça tu le reçois. Dans ma carrière, j'ai reçu énormément de choses là-dessus.
Parce que, sur ce point de vue-là, les gens se sont beaucoup identifiés à moi. Donc, ça a fait très plaisir, j'étais très heureux. Et ça fait partie des choses de ma carrière qui resteront à vie. Parce qu'il y a un vrai légame avec ses supporters pour plein de motifs. Avec les supporters, avec ceux qui ont joué avec toi, enfin, sur l'Inter, c'est un truc... Tu montres que tu connais l'Inter de Milan si tu cites Benoît Coé dans tes joueurs préférés. Ça montre que tu as connu cette période-là. D'ailleurs, tu y reviens pour faire commentateur. Oui. Dans une des meilleures périodes donc, de ce club avec Roberto Mancini, Mourinho. Ça doit être un kiff incroyable de commenter des matchs avec cette armada. Mais c'est un après. C'est un après. Moi, j'avais pas vraiment défini. On sait très bien que le moment plus difficile, c'est pour un joueur, c'est au moment où il s'arrête. Donc, on sait très bien que quand tu joues pendant 20 ans, j'avais joué pendant 19 ans pour la division et une année en Suisse en deuxième division, mais on est monté. Mais c'est vrai que l'après n'était pas encore défini et c'est vrai que le club m'avait proposé de rentrer à Interchannel, qui était en train de se construire, donc qui était en train de se développer. Donc moi je faisais les analyses des matchs, on faisait les commentaires. Et c'est vrai que j'étais avec, il y avait Mancini, après il y a eu José Mourinho, donc c'était très intéressant dans le contexte, les suivre, hein, être à côté, voir les situations, que certainement ça m'a aidé aussi sur les analyses des matchs, sur les analyses de matchs tactiques, sur les enseignements, sur ces enseignements-là. Donc ça a été super intéressant pour moi. Parce que tu as été aussi dans la formation. Oui, pas que tout à fait. Commentateur, média, tu as été aussi donc, voilà, dans la formation, tout en ayant un œil dans l'autre club à Milan. Et d'ailleurs, petite remarque de Romain qui est incroyable, je ne savais pas. Sans toi, donc, Aubameyang n'aurait pas fait carrière, parce qu'on en parle beaucoup quand même aujourd'hui de ce garçon. Ben, on en a parlé. Après, c'est pas. Il était chez les jeunes au Milan AC à ce moment-là. Oui, la situation a été que moi j'entraînais. J'avais commencé à entraîner, mais je voyais nos jeunes de l'Inter de Milan. Et puis, je voyais aussi les autres à côté. Donc, moi, un œil attentif qui notait un peu tout de temps en temps, quand ça, je me rappelais. J'avais noté que Pierre, et puis de Pierre, et puis je voyais qu'il avait du mal. Et puis un jour, un garçon que vous connaissez comme Yvan Lemay, que vous connaissez bien ici, que je suis obligé de nommer, mais bon, me demande un conseil sur des jeunes en Italie, parce qu'à l'époque, je crois qu'il était à Dijon. Il devait construire une équipe et il me demande, je lui dis écoute, il y a ce gamin-là qui est très intéressant pour moi, mais je le vois pas du tout et le club, d'après moi, n'a pas cette ambition-là de faire jouer les jeunes, hein, parce que le Milan est le grand Milan, et encore le grand Milan, et c'est difficile pour les jeunes. Et donc je lui dis écoute, prends Pierre et vois comment ça va. Et en fait, ça a lancé sa carrière, mais c'est surtout ce garçon-là qui avait des qualités énormes. Après, il les a démontrées. Il a été dans le club français où il a été très bon, et après il a été à l'Arsenal. Ça a été le capitaine de l'Arsenal, donc c'est certainement son mérite à lui, c'est pas mon mérite à moi, c'est ce garçon-là qui a travaillé pour y arriver. Mais c'est bien de t'avoir dans les parages. Oui, moi j'ai simplement donné un conseil à un ami pour dire écoute, pour moi ça semblait un joueur intéressant, donc c'est bien que ça ait fonctionné. On va passer à ton questionnaire, Marjorie. Juste avant, Claude Papy voulait... alors c'est Claude Papy, c'est le pseudo, hein, c'est pas le vrai Claude Papy, c'est Claude Papa peut-être, qui nous dit qu'il voulait avoir un souvenir de ta saison bastiaise. Donc voilà, évoquons aussi cet épisode, saison 2003-2004, et c'est Gérard Gilly, ça faisait 2 ans, donc lui c'était sa 2e année à Bastia, et c'est lui qui te fait venir pour... je crois que tu fais quasiment tous les matchs. Ouais, j'en joue pratiquement tous. Ouais. Et c'est venu par amitié pour Gérard. Je retrouvais Gérard après, tu vois, après les années 90, donc ça faisait vingtaine d'années, 23 ans. 23 ans que on s'était vu dans le championnat français parce que je l'affrontais, il était coach.
Mais après, on s'était plus revus, donc c'est une personne qui a changé, qui est différente. Pour moi, c'est plus un espèce de papa ou un dur papa. Parce que, ce que je le répète, c'était pas facile avec lui, c'était compliqué. Mais bon, moi je le retrouve comme coach. Lui, il a fait sa carrière, c'était un grand coach. Et puis, ça se passe. Il est avec Christophe Galtier, qui est son coach adjoint. Donc là, il y a une vraie clique, les deux là. Et donc là, on retrouve un petit peu le centre de formation de Marseille. Mais ça, on s'était sauvés. On avait eu des difficultés, surtout dans les matchs de retour. Alors qu'à l'aller, ça avait été à peu près. Mais bon, on fait un bon championnat. Tu sais. En Corse, c'était intéressant. Moi. J'ai eu une bonne relation avec les Corses, hein, parce que c'était un club qui me plaisait. C'est un club à qui j'avais toujours voulu aller. J'avais pas été, mais c'est un club qui me plaisait. Par tempérament, et je me suis bien trouvé avec les supporters. La meilleure preuve de tout ça, c'est que la saison d'après, une fois qu'il n'y a plus Gérard Gilly, une fois qu'il n'y a plus Benoît Coé, ce sera la descente en Ligue 2 pour le Sporting. On va passer vraiment à ce questionnaire. Juste, je suis obligé de te faire revenir là-dessus. Tu m'as dit, il y a plusieurs fois où j'aurais pu revenir à l'Olympique de Marseille. Donc là, maintenant, on a compris 92. Maintenant, il faut toutes les autres. Il faut me dire. Quand est-ce que tu aurais pu revenir à l'OM? Mais j'aurais pu. Non, mais il y a eu aussi les années après, en 96. Je crois qu'en 96. Quand l'OM remonte en D1. Ouais, il y a eu des contacts, je crois, des trucs comme ça. Donc quand tu signes à Paris. Voilà, exact. En train de nous dire. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Mais bon, après, tu sais, il y a des contacts, ça veut dire et tout dire, mais c'est vrai que ça reste. Quand tu commences à Marseille, tu peux pas rester insensible à ce qu'a fait, ce que tu fais après. C'était Gérard Gilly, du coup, qui était encore entraîneur Est-ce qu'il y avait Didier Santini aussi à la même période que toi à Bastia? Didier, non. Didier, il était... Ouais. Didier, parce que vous avez eu un peu le même parcours. Enfin, je parle de Bastia, avec le même entraîneur, du coup. Didier, il est resté... Je pense qu'il est parti l'année d'avant. Je crois qu'il était parti l'année d'avant. Et on avait fait tout le centre ensemble. Lui, il arrivait de Paris, lui, par contre. Il avait fait Paris aussi, au niveau du centre de formation, Didier. Il a fait l'inverse. Ouais. Et puis après, je n'ai pas suivi son parcours, je ne me rappelle plus. Mais à Bastia, on ne s'était pas retrouvés. Allez, le questionnaire, c'est parti, donc réponse courte. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Question courte, réponse courte. Ton principal trait de caractère? Je suis timide. C'est mignon. Ton principal défaut? Je suis timide. C'est pas un défaut. Pour lui, c'est une qualité. Parce que, anecdote, j'en ai parlé avec Eric Dimeco aussi, qui m'a dit, je me souviens de lui quand je l'ai vu, quand il passait ses essais, Stade de Luvonne et compagnie. Je l'ai revu, il m'a dit, il y a quelques années, on s'est revu à RMC quand j'avais fait le vestiaire et tout. Ouais. Et il m'a dit, j'ai vu le même mec, il n'a pas changé. C'est timide dans le bon sens du terme. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué, selon toi? Pardon? Ronaldo. Ah. Joueur le plus fort en 2022? C'est un avis personnel. Hein. En 2022? Au jour d'aujourd'hui, qui est le joueur le plus fort pour toi? Oh, vous êtes dur là. Oh, vous êtes dur. En 2022? Aubameyang? Non. Non, pour l'instant, j'en ai pas défini pour l'instant. J'en ai pas défini. C'est vrai? En Italie, il y en a un qui explose là en ce moment. Moi, il me tue, lui. Hein. Vinicius. En Espagne, mon Dieu, il est au Real. C'est de l'autre côté. Ah oui, c'est pas ton pays. Pour moi, non, mais tu parlais au niveau global, c'est-à-dire le truc Benzema. Ah, Benzema. Voilà. Okay. D'accord, il est blessé là. Il est sorti sur blessure. Oui, il s'est fait mal. Ouais. Joueur le plus fêtard. Avec qui t'as joué, hein? Avec qui j'ai joué c'était Stéphane Paille. Le plus drôle dans les vestiaires? C'était Nicolas Berti.
D'accord. C'était où ça? Inter de Milan. Ok. L'adversaire le plus méchant que tu as croisé sur les terrains? Oh, plus méchant. Il y en a eu des méchants. Hein. Ah oui, surtout à cette période, avant ça lâchait rien. Les tacles. Et moins de caméras. Ouais, c'était plus simple. Hein. Ouais, non, méchant, j'en ai pas eu, hein, mais bon. Non, j'en ai pas eu vraiment. Ah, tu peux le dire, ça va. Ils vont pas t'appeler après. Vous me défendrez. Ouais. Non, je sais pas. Non, j'ai pas. Il n'y a pas un qui t'a marqué, qui vraiment... tu l'as peut-être pas croisé, je sais pas, mais genre, un genre de Cantona, quelqu'un comme ça, qui casse... Un Dimeco. Ben, Eric, il rigolait pas. Hein. Mais non, Canto, il était pas méchant. Oh, je me rappelle d'un coup de pied qui a fait le tour du monde, mais bon, on va pas... Mais Eric, on avait joué ensemble, mais honnêtement, non, c'était pas le style. Après, il y a méchanceté, il y avait les joueurs qui étaient engagés et, qui en voulaient. et les autres, c'est un peu différent. Méchanceté, c'est vraiment que tu vas pour faire casser mal. Des tibias. Ouais, et ça, je l'ai pas eu. C'est le vice. Le meilleur coéquipier, ton meilleur coéquipier à l'OM? À l'époque, non. Moi, je le dis en général, parce que je vais relier à la demande après, c'est Jean-François Domergue. D'accord. Qui était à l'OM, qui était quelques années au-dessus de toi. Ouais. Ton vrai pote dans le milieu du foot? C'est Jean-François Domergue. Aussi. Celui que tu as perdu de vue à l'OM et que tu aimerais revoir? Karl-Heinz. Karl-Heinz Foster. Okay. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Tous. T'as de la chance. Non. Ah, si. Ah, oui. Presque tous. C'est rare. Bon, le hein, mieux, c'est quoi? C'est Gilly quand même. Non, le mieux, il n'y en a pas, parce qu'on va pas les nommer. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs. Mais ça s'est pratiquement toujours bien passé. Donc du coup, après, question quand ça suivante. s'est mal passé, hein. quand ça s'est mal passé, c'est pas la question, ça s'est mal passé. Après, bon, tu vois, j'ai eu des difficultés, tu vas dire, après l'entraîneur avec qui ça s'est mal passé. Toi, je t'anticipe. Oui, t'as bien compris. J'ai eu plus de difficultés avec Tardelli, Marco Tardelli. Lui, ça passait pas, je jouais pas, donc pour la ligue, mais il n'y a pas eu de problème. Puis, je faisais mon taf. Et tu l'as connu jeune? Non, jeune à l'Inter. Lui, il était jeune. Lui, il était l'Inter. plus jeune. Ça s'est moins bien passé, mais bon, ça fait partie de notre taf. Ouais. Ah, tiens, regarde, Claude Papy qui nous dit l'anecdote la plus drôle dans un groupe du genre la partie de pétanque sous et nu avec Dimeco à la commanderie. Non, celle-là, je ne l'ai pas faite, non. Voilà. Non. Réponse pour Claude, voilà, tu l'as. C'était un rêve. Alors, si tu peux changer... Je sais pas, hein, ça s'est peut-être passé, attention. Non, il y en a eu des cas, hein. Attention. Si tu peux changer le sort d'un match, ce serait lequel? Tu prends toute ta C'est carrière, sa question, hein, tu as le droit de changer un match. Donc ce match-là, il doit être gagnant, hein, c'est obligé. Hein. Ah, mais à Marseille. Désolé, j'ai oublié la deuxième phrase. Le sort d'un match à Marseille, ce serait lequel? Le sort d'un match à Marseille? Si tu pouvais changer un match, pour une raison ou une autre, à Marseille, ce serait lequel? À Marseille, ça serait ou la demi-finale contre l'Ajax ou la demi-finale contre Benfica. Celle-là, oui. Ok. La meilleure anecdote avec un supporter de l'OM, s'il y a? Non. Quelque chose qui te remarquait avec un supporter de l'OM, pendant que tu joues ou pendant que tu joues pas, ou sur toute l'équipe, pas que toi? Non, j'en ai pas. Ah ouais? Non. Même pas les cassages de Heineken sur le bus quand vous perdez, les choses comme ça, t'a pas marqué? Moi, ça m'a troublée petite quand même. Non, j'ai pas eu de course derrière moi, hein, parce qu'il m'aurait jamais rattrapé. Je vous le dis de suite. Et non, ça je l'ai pas eu parce que bon, j'ai eu la chance d'être dans une période où le club allait très bien, où tu gagnais des titres, et ça c'est des périodes où avec les supporters souvent ça se passe très bien. Et... Du coup, tu étais un peu considéré quand on est joueur de l'OM à cette période-là, on
On est un peu comme un dur. Tu sais, on était les minots, on était les gamins, on était cette génération qui montait, on était pas mal. Et ça, on ne le dit pas assez, mais au niveau du centre de formation, il y en a beaucoup qui sont sortis à cette époque-là, donc beaucoup qui ont fait de grandes carrières. Et je trouve qu'on le met pas assez, parce qu'ici, il y a un potentiel énorme sur les gamins. Et on ne le développe pas assez. Je crois que Marseille, s'il y a une chose que d'après moi aujourd'hui, ce qu'on ne retrouve pas assez, c'est justement ce cru, cette capacité à justement à mettre ce potentiel, à mettre sur le terrain et de voir. Ce serait beau de voir que des Marseillais aussi à Marseille. Parce qu'il y a un vivier. Hein. De temps en temps. Parce que le vivier, il y est. Donc ça ne veut pas dire que ça doit être que ça. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Et aujourd'hui, je pense que Marseille, un grand club comme Marseille, aujourd'hui, c'est dommage. Devrait pointer beaucoup plus sur le centre de formation. De quoi es-tu le plus fier? De ce que j'ai écrit. Ah bon? Ben oui, j'ai écrit ma carrière. J'ai écrit ce que je voulais. C'est pas fini, hein. Mais bon... ce que je voulais faire quand j'étais gamin, donc je l'ai écrit. C'est réalisé, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Donc j'étais un gamin à 8 ans qui disait qu'il allait faire le footballeur et je l'ai fait. J'avais, même si je me suis cassé ou à droite, je l'ai fait quand même. Et quand on a ça dans la tête, et qu'on pense qu'à ça, mais là... j'ai eu aussi la chance d'être tout seul, parce que je le répète, des fois c'est difficile, mais le fait d'être parti très tôt de la maison, ça m'a aidé à franchir les étapes. C'était pas facile tous les jours, mais ça a aidé à franchir les étapes. Il n'y avait pas de personne autour de moi, et moi, je devais affronter les choses tout seul, quoi. Donc, et j'ai eu la chance après d'avoir des potes à côté, quoi, des mecs du centre qui m'ont aidé, comme Patrice, il m'a aidé, Fred. C'était des mecs qui m'ont aidé à la fin, parce que tu te rends compte que vivre un moment comme ça, de l'autre côté, sans famille, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais ça a été dans le bon sens, parce que tu voulais que ça aille dans le bon sens. Le mental. Voilà. Détermination. Si tu avais un moment à nous citer de toute ta carrière de footballeur, ce serait lequel? À citer. T'es dur. Elle est dure, Marjorie. Je sais pas si je vais revenir. Et à citer, je crois que... À citer, c'est quand les matchs, tu sais, quand tu fais 20 ans, après c'est tellement énorme. Et tu vis ton rêve, tu le fais, tu l'exécutes et tu le réalises, comme tu dis. Mais en vrai, c'est tout part des premiers pas, quoi. C'est global. Si, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu veux donner. Ce que tu as compris de ce que sont les messages qui sont autour de toi, des gens qui sont là, de ce que tu peux leur donner. Comment tu peux justement être le plus positif possible et ne jamais t'arrêter. Je pense surtout, ça a été surtout faire, quoi. Ne pas parler et faire, quoi. Surtout, si je veux dire, c'est ne parlez pas, faites, pour la ligne. Tu te souviens de ton dernier match en tant que pro? Ouais, c'était un match à Sion. Ben voilà, on répond à ceux qui voulaient qu'on parle match à Sion, un match... j'ai pas fini la carrière comme j'aurais voulu, mais bon... je m'étais... la dernière saison, ça avait été une saison de passage, parce qu'à la fin, ça a été... j'ai pu aider les jeunes du club, comme ça a été type Jason Fernandez, qui était un gamin, qui était un garçon qui était à Sion, qui était un futur... qui a fait une grande carrière. Ouais, qui a fait une grande carrière après. Et lui, il devait aller à Barcelone très jeune, et puis c'était fait mal, et puis il a eu du mal à revenir. Bon, j'ai essayé d'aider ce gamin-là, il est revenu. Et moi, j'avais dit, il faut qu'il joue, le gamin, il faut qu'il joue. Pas qu'un jeune, qu'un vieux comme moi, à 37 ans, joue. Donc j'ai essayé de l'aider, et après le gamin, il a été bon, et il l'a fait. Donc ça a été une saison de transition.
pour passer le... On passe la main. On passe la main. Donc ça a été ça. Donc un petit peu comme toute ma carrière, à un moment donné, j'ai passé le ballon. Voilà, j'ai donné un coup de main pour finir. Eh bien super, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter un peu tout ça. Merci beaucoup à vous. Et puis donc plaisir. on retiendra bien sûr qu'en 96, vous pouvez revenir à l'OM. Il est allé au PSG. Voilà, vous l'avez entendu comme moi. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est le choix de certains footballeurs. Non, on rigole évidemment. Merci de nous avoir raconté tout ça. Ces périodes formidables. C'est un football qu'on regarde avec des photos couleur sépia, tout ça. En tout cas, je vous félicite pour l'émission. Je l'ai regardée. C'est super. Merci, ça me va droit au cœur. Pour les supporters, ça doit être top. C'est une bibliothèque très, très précieuse. Merci donc parce que tu fais partie de cette histoire de la légende de l'Olympique de Marseille. Merci Benoît d'avoir été avec nous et bonne continuation pour la suite. On le dit, la suite c'est quoi? On cherche un petit challenge de coach ou on va voir, on tourne la page, on va voir, il y a d'autres projets, on va voir. On étudie. Bon, tu nous tiendras au courant. N'hésite pas et tu nous en parleras avec grand plaisir sur le Phocéen. Tout à fait. Merci, vraiment, mille merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour de nouveaux formats sur le Phocéen. Salut à tous.